bienvenue à cette première conférence qui est une thématique audio de ce SATIS 2014. Alors, comme vous le savez, cette conférence est intitulée « Ingénieur du son, quel futur ?» Alors, derrière cette question que sans doute beaucoup d'entre nous se posent de par nos fonctions, et beaucoup d'entre vous aussi se posent, sans doute, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat? D'un côté, c'est vrai, il y a des contraintes économiques, des budgets qui se réduisent, il faut produire plus vite, il faut produire moins cher. De l'autre, il y a un environnement technologique qui évolue, il y a des technologies qui se banalisent. Je pense par exemple à l'utilisation du microphone HF, qui permet aujourd'hui à un JRI ou à un caméraman de réaliser une interview tout seul en se passant d'un ingénieur du son. Je pense aussi à des technologies de mixage automatisées qu'on va retrouver en broadcast ou en installation fixe. Bref, au travers de ces deux exemples, on voit qu'on ne fait plus systématiquement appel à un professionnel du son dans certains domaines, là où auparavant c'était une chose quasi incontournable. Alors, face à ce constat, deux attitudes sont possibles. Soit on déplore, on se révolte, on dit que c'était mieux avant, on essaye de faire du lobbying ou que sais-je. Soit on essaye d'analyser, on essaye de s'adapter, de mettre en avant les profils qui fonctionnent, d'identifier les filières, les spécialités, les compétences, où il reste une demande. Et pour ne rien vous cacher, c'est plutôt cette deuxième approche que nous retenons aujourd'hui. Avec nos invités, qu'il est grand temps que je présente. Alors, à l'extrémité gauche de la table, Gilles Hugo, dirigeant de la société Silence, mais également professionnel investi dans la formation continue et aussi la formation initiale, il nous en dira un mot. À ses côtés, Denis Vautrin. Alors, Denis est responsable du département métier du son au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et juste à côté de moi, Jérôme Devanne. Jérôme est formateur INA-Expert, il est également ingénieur du son. Voilà, mais avant de démarrer dans le vif du débat, messieurs, je voulais vous remercier d'avoir répondu favorablement à mon appel, et je pense qu'on peut les applaudir. Très bien. Alors, tous les trois, vous avez en commun d'intervenir régulièrement dans le monde de la formation soit initiale, soit professionnelle. Et donc, je vais vous laisser la parole. Et puis, viendra ensuite le temps du débat et des questions. Et le moment venu, donc, si vous souhaitez intervenir, donc plutôt en fin de conférence, je vous inviterai à vous manifester, puis on essaiera de faire passer un micro. Alors, je vous remercie d'attendre que le micro vienne jusqu'à vous pour poser votre question, car cette conférence, comme vous le savez, est filmée et sera disponible sur le site du SATIS ultérieurement. Voilà. Alors, je m'adresse donc à Jérôme Devanne, INA-Expert. Alors, Jérôme, en tant que, peut-être déjà un mot, sur quel cursus de formation tu interviens et quels sont tes retours d'expérience qui puissent donc nous aider à faire un point sur cette question, le futur du métier. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi je m'occupe de deux formations au métier du son, une formation qui est un BTS audiovisuel, option métier du son, qui est un niveau BAC+2, et ensuite une autre formation qui s'appelle le diplôme ingénierie sonore, ça se prépare à l'INA, et ça c'est une année de spécialisation après le BTS. Je ne rentrerai pas dans les détails des contenus, etc. Point important, ces formations-là se réalisent en apprentissage, donc en alternance. On a des jeunes qui vont naviguer entre l'entreprise et le centre de formation. Alors ça, on y reviendra parce qu'à mon sens, c'est un aspect extrêmement important dans le métier, bien évidemment. Donc voilà, à ce titre-là, je m'occupe donc du BTS depuis 10 ans, donc on a un peu de recul, on a dû voir à peu près une centaine de jeunes sortir, on sait ce qu'ils sont devenus, et puis on a le retour des entreprises aussi, puisque au titre de formation en alternance, je me rends aussi régulièrement dans les entreprises pour faire le point avec elles. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur un tel sujet, sur le futur de ce métier? Qu'est-ce que tu constates au travers de ton expérience de formateur?
Alors, ce que je constate, pas mal de choses. Déjà, bon, l'intitulé de la formation, on parle du terme d'ingénieur du son. Ingénieur du son, à mon sens, ça ne veut pas dire grand-chose. On est dans un domaine d'activité où les secteurs sont extrêmement variés, des compétences extrêmement variées. Donc je pense que ça c'est aussi déjà une première question, tenter de définir le terme. Alors c'est assez compliqué dans la mesure où on a quand même cette diversité de situations. Néanmoins, quel que soit le secteur d'activité, on va se dire qu'il y a un temps de captation. On va capter les médias, on va produire des médias. Donc là, il y a besoin de compétences spécifiques. On va avoir aussi tout un travail de post-production éventuellement sur ces médias-là. Et un travail aussi, de manière générique, de diffusion. Et donc, on est déjà sur 3 grandes thématiques qui sont très différentes les unes des autres. Donc ça, c'est un point important. Et alors après, de mon point de vue plus de pédagogue, quand nous, on travaille sur des formations et qu'on cherche à les mettre en place, comment est-ce qu'on va fonctionner? On va enquêter, on va aller discuter avec les professionnels et on va tenter de mettre ça par écrit. Hein. C'est pas évident, surtout dans nos métiers où l'oralité tient une part extrêmement importante. Et on va décliner ça dans ce qu'on appelle des compétences. Donc là, c'est pour revenir au sujet. À un moment donné, on peut se poser la question de savoir quelles compétences faut-il acquérir et développer, le cas échéant. Donc, nous, on a tendance à classer les choses dans trois domaines. Il y a le domaine des savoirs purs, de la théorie, on va dire. Il y a le domaine du savoir-faire, qu'est-ce qu'on sait faire avec ses mains, avec ses oreilles, qu'est-ce qu'on fabrique. Et puis il y a après un troisième aspect qui est absolument pas négligé, ce qu'on va parler de savoir-être. C'est-à-dire comment est-ce que je me comporte au sein d'un projet et comment j'interagis avec les autres. Alors, il y a quelques années, de mon expérience, puisque j'ai débuté il y a une vingtaine d'années aussi sur des productions audiovisuelles, on était assez seul sur certains secteurs d'activité, même quand on faisait du son à l'image, voilà, on était dans son studio, il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'interactivité avec d'autres personnes, et sur des médias qui étaient plus formatés dans les méthodologies de travail. Et donc, moi, ce que je pense profondément, c'est que le cœur du métier, il n'a pas changé, il ne changera jamais. C'est-à-dire, travailler la chose sonore, c'est écouter, réfléchir et penser à la restitution et à la personne qui va recevoir le message. Ce qui a changé, c'est tout ce qui est autour. Et donc, par exemple, les savoirs associés. Alors là, les savoirs associés, suivant les domaines, on est dans des secteurs où il est impensable de vouloir se diriger dans un métier du son avec une évolution à long terme sans toucher à l'informatique. L'informatique, c'est absolument indispensable pour pouvoir pratiquer dans ce métier-là, à mon sens. Et quel que soit le domaine. La sonorisation, c'est pas ma spécialité, mais enfin en sonorisation, il y a beaucoup de réseaux qui se développent. Et connaître les fondements, par exemple, des réseaux IP, c'est un avantage pour quelqu'un qui va travailler dans ce domaine-là. Ça paraît pas évident. Évidemment, les liaisons sans fil, on pourrait aussi en parler. Donc, ça, c'est l'aspect un peu périphérique par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Ensuite, un aspect extrêmement important aussi, ce dont je parlais, c'est sur les savoir-être. Et donc, comment je me comporte au sein d'une équipe. L'ingénieur du son, encore une fois, soit on est tout seul dans son studio avec un musicien, mais ce qui est quand même relativement rare dans le secteur, soit on interagit. Donc être ingénieur du son, c'est aussi connaître les autres métiers. C'est aussi être capable de discuter avec les autres métiers parce qu'un jour j'aurai besoin de lui, un jour il aura besoin de moi, et tout ça ne peut fonctionner qu'en interagissant. D'ailleurs, petite parenthèse, j'y pense, l'importance par exemple du domaine de l'interphonie et des ordres dans le spectre des métiers du son est devenue très importante, puisque sans intercommunication entre les équipes, pas d'émission. C'est la première chose qui doit fonctionner. Et ça reste du son. Alors, anciennement, on parlait de son noble et puis on parlait du reste. Le son noble, c'est voilà, on est à la console et puis on est le mixeur sur le devant de la scène. Néanmoins, sans intercommunication, sans tout le reste qui n'est pas le son noble, ça n'existe pas. Et ça, c'est une part extrêmement importante, à mon avis, aussi de choses, pour des gens qui s'intéressent à la technique, de partir dans ce domaine-là. Au début, il y a quelques années, les ordres, le son, on s'en préoccupait pas terriblement. Même, c'était pas terrible, ça sortait d'un petit haut-parleur. Désormais, on a monté en gamme aussi, ne serait-ce que sur cette partie-là qui n'est pas destinée au programme. Donc, voilà, je ne sais pas combien de temps je voudrais pas monopoliser la parole. Donc, ce qui change, c'est d'un point de vue de ce que doit connaître, c'est le cœur de métier, le son, mais des compétences complémentaires, des compétences en termes de savoir et des compétences en termes de savoir-être, se comporter dans une équipe. Ok. De manière peut-être un peu plus précise, à ton avis,
combien un homme du son passe de temps à communiquer, combien il passe de temps à manipuler d'un point de vue technique, si on devait dire en pourcentage? C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend des secteurs d'activité. Un ingénieur du son qui va faire de la restauration d'archives, il va être beaucoup dans son studio, il ne parlera jamais à personne. Après, sur d'autres types de prestations, par exemple quand on est en post-production, quand on travaille dans les métiers de la post-production du son et l'image notamment, il faut quand même beaucoup échanger avec les gens avec qui on va travailler. Donc ça va commencer par une production, un réalisateur, un monteur, un assistant, monteur ou un assistant. Donc c'est très variable. Je ne pense pas que ça se quantifie en termes de temps par rapport au temps passé à produire et à échanger. Néanmoins, je pense que ce rouage-là, alors bon, c'est des vieilles boutades, mais le métier du son, c'est 90% d'humain et 10% de technique. On peut bouger le curseur, mais cet aspect-là est extrêmement important. Et à mon sens, on ne peut être à l'aise relationnellement et discuter dans une équipe que si on est solide techniquement, si on sait de quoi on parle. Donc voilà, ça c'est... D'accord. Et d'une manière peut-être un peu plus précise, sur un parcours comme celui du BTS, je vois qu'il y a pas mal de jeunes publics dans la salle, pas que, mais quelques-uns, à qui s'adresse cette formation et quelles sont brièvement, je dirais, les compétences qu'on peut y acquérir? Alors, ça s'adresse à toute personne qui veut faire du son. Alors, en règle générale, les gens qui veulent faire du son, quand ils sont jeunes, ils veulent faire de la musique. Voilà. Donc le son, souvent, est égal musique. Or, précisément, le BTS audiovisuel, il prépare à peu près à tout, sauf à faire de la musique. Pour la simple et bonne raison qu'on a aussi quand même une responsabilité, c'est de faire en sorte que quand on forme des gens, et quand on se pose la question du futur, c'est qu'ils trouvent un emploi. On n'est pas juste là pour le plaisir. Donc, trouver un emploi, ça va passer par des compétences, comme je disais, qui sont extrêmement variées. Et nous, on pense en plus qu'il faut faire de l'apprentissage pour apprendre toute la dimension dont je parlais des savoir-être en entreprise. Parce que ça, dans un centre de formation, moi, devant mon tableau, comment je vais apprendre à un jeune à se comporter en entreprise, je ne suis pas pertinent pour le faire, je n'ai pas le cadre pour le faire tout simplement. Donc ça s'adresse à des gens qui s'intéressent au son. La plupart des jeunes qu'on forme, quand ils arrivent, veulent être ingénieurs du son. Et puis en musique, qui ne vont rien dire. Et ils vont finir par faire du tournage, d'autres ils vont finir par faire de l'interphonie, d'autres par caler des systèmes de sonorisation, etc. etc. Donc ça, c'est très ouvert. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Et le BTS audiovisuel, il est structuré en 5 options. Pourquoi est-ce qu'il est structuré en 5 options? C'est parce qu'encore une fois, c'est en phase avec la profession, des métiers qui vont interagir. Et nous, on est là aussi pour apprendre de la méthode de travail. C'est pas parce qu'il y a l'informatique qu'il n'y a pas de méthode. Et donc, il y a des workflows à mettre en œuvre, il y a de la méthodologie de travail, et nous, on travaille essentiellement là-dessus, sur l'apprentissage des méthodes. Je ne prétends pas, en 2 ans, être capable de former un jeune au mixage. Et par contre, je prétends pouvoir lui donner quelques bases sur les méthodes de travail qui vont lui permettre de développer son écoute et qui vont pouvoir lui permettre de s'insérer dans une structure où il apprendra de ses pairs qui sont parfois plus anciens. Donc juste pour conclure, si c'est terminé, ce que je pense, c'est que il y a à mon avis 2 voies, deux directions dans lesquelles il faut réfléchir. Je veux faire du son, je veux être dans ce secteur d'activité, broadcast, événementiel, radio, etc. Je dois me spécialiser dans un domaine et être très pointu pour qu'on vienne faire appel à moi pour cette compétence-là, précisément parce que j'ai deviné que là, il y a une niche. Alors, j'ai pas de secret, hein, mais bon, il y a quelques sujets en ce moment qui sont en vogue, on pourra en reparler tout à l'heure. Et puis, il y a aussi un point, moi, je pense, qui est extrêmement important, c'est la capacité à la polyvalence. Quand on fait ingénieur du son en télévision, quand on travaille au métier du son en télévision, il n'est pas envisageable de ne pas savoir ce que c'est que le signal vidéo, il n'est pas envisageable de connaître la définition d'un écran, les conséquences que ça a, parce qu'au final, tout ça, ça a une conséquence artistique. On sait produire des grands écrans donc, dans lesquels on va pouvoir diffuser des images très définies, on va pouvoir donc se mettre très proche de l'écran, donc on s'immerge, donc nous, notre relation à l'image, elle est extrêmement importante. Donc, de la polyvalence, et bien plus qu'auparavant, et une acuité technique extrêmement développée. Peut-être juste pendant que tu as le micro, que deviennent des jeunes formés au BTS? Quelques exemples de retour justement de parcours d'expérience? Alors,
Bon, dans la profession, on sait qu'il y a plusieurs types de statuts. On a des gens qui sont contrat en CDI, on va dire, qui sont engagés dans les entreprises, et d'autres qui sont intermittents. Donc les jeunes qui vont sortir, on va avoir les deux types de profils. La répartition, étrangement, en tout cas le retour que j'ai moi sur la formation qu'on fait, c'est qu'on a plutôt des jeunes qui vont démarrer en étant en CDI, et quel que soit le secteur d'activité. Pour des raisons qu'on pourra expliquer tout à l'heure, Gilles a certainement un avis très pertinent sur la question. Donc ça, c'est voilà, la question du statut. Mais après, les métiers, ça va de la radio. Alors, comme nous, on travaille en apprentissage, il y a des jeunes qui restent dans leur secteur d'activité. Parce qu'une fois qu'on a pris une direction, voilà, je suis pertinent, ça fait 2 ans que je fais de l'antenne dans une radio, voilà, je ne vais pas aller tout de suite me lancer sur une opération de sonorisation. Donc les domaines sont variés. Le broadcast, il y a du travail, la télévision, il y a du boulot, enfin il y a des possibilités de trouver du boulot. Et puis on a aussi des domaines auxquels on penserait parfois moins, qui peut être les collectivités locales aussi, puisque maintenant il y a des images qui sont partout. Donc il y en a dans les collectivités locales, il y en a dans les municipalités, il y en a dans les grandes entreprises. Et donc on a aussi des jeunes qui vont partir dans ces domaines-là. Donc c'est extrêmement varié, mais ce qui est certain, c'est que pour 12 jeunes qui arrivent, qui veulent faire du studio musique, il y en a 12 qui vont faire autre chose à la fin. Peut-être juste un mot sur le parcours, donc ingénierie sonore, non? Oui, alors là on a parlé du BTS, et en fait, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire cette multiplicité de métiers, cette multiplicité de connaissances, cette multiplicité de savoir, de savoir-faire qu'il va falloir transmettre, en 2 ans, c'est quand même extrêmement difficile si on veut être un peu exigeant. Et donc à l'INA, on a décidé, fort de cette expertise-là, de proposer une 3e année de spécialisation qui vient se placer après, et qui est en alternance aussi, parce qu'on croit vraiment aux vertus de l'alternance, et avec deux créneaux, un créneau qui va s'appeler production et post-production, qui va plutôt être dédié au broadcast et à la fiction, et une autre option qui s'appelle sur la diffusion sonore, donc plutôt sur la sonorisation, avec voilà, des nouvelles technos qui arrivent sans arrêt et qu'il faut pouvoir acquérir. Ok, merci Jérôme. Je me tourne maintenant vers Denis Vautrin. Alors, à ton niveau, donc, Denis, donc, le responsable des départements des métiers du son au CNS Musique et Danse de Paris. Qu'est-ce que... Peut-être un mot déjà sur ce parcours? Oui, alors rapidement, peut-être juste le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a mis en place il y a une vingtaine d'années, maintenant un peu plus de ça, 25 ans, une formation qui forme des musiciens ingénieurs du son. C'est un diplôme reconnu, un master à Bac+5, qui forme peu de professionnels, vu le secteur aussi d'emploi, et j'insiste bien sur cette petite limitation à mon intervention. C'est vrai que c'est un secteur que je connais bien, mais il s'agit du secteur de la musique, et il n'est pas non plus représentatif des métiers au sens large, des métiers du son aujourd'hui, et de l'activité des professionnels dans ce secteur-là. Cette formation est une formation dite d'excellence, ça veut tout dire et rien dire. En tout cas, simplement, c'est une formation qui recrute des jeunes gens à Bac+2, qui ont un profil scientifique et musical assez avancé. Il faut qu'ils aient fait un Bac+2 scientifique, donc soit par le domaine universitaire, soit par des écoles prépa classiques. Il faut qu'ils aient un niveau d'instrumentiste musicalement parlant assez avancé, parce qu'il s'agit d'un niveau de 3e cycle de conservatoire. Donc on est dans un profil assez typé, et on forme peu de professionnels, puisque le marché de l'emploi derrière aussi est assez restreint, assez petit. Non seulement on forme peu de professionnels, c'est-à-dire 8 par an, et en plus, ces 8 s'explosent, s'éclatent sur des secteurs d'activité qui sont assez différents les uns des autres. Alors on forme des ingénieurs du son et des directeurs artistiques pour la production musicale au sens large. Ça englobe encore un tout petit peu le disque, on en parlera tout à l'heure, mais de moins en moins. Ça englobe la radio, évidemment. Ça englobe de plus en plus l'audiovisuel, et cette activité qui s'est amplifiée les dernières années avec l'arrivée du streaming et de la diffusion du concert sur Internet en direct. On forme aussi des gens qui se destinent à faire le métier de sonorisateur. C'est pas la voie royale de passer par le conservatoire pour devenir un sonorisateur. Par contre, les professionnels qui sortent de chez nous, avec leur spécificité un petit peu de musicien, se retrouvent généralement impliqués dans des projets de création de musique contemporaine, ou des projets où leur implication en tant que musicien ou conseiller artistique est de mise. Donc c'est, encore une fois, on parle de l'avenir.
Peut-être qu'à une époque, il y avait 2 ou 3 personnes pour une fonction technique, artistique, et là, on forme des gens qui finissent par faire, avec leur savoir et leurs compétences, peut-être le boulot que 2 personnes faisaient il y a quelques années. On forme des gens qui font aussi un petit peu de design et de sound design pour des productions audiovisuelles à terme. Et de plus en plus, on forme des réalisateurs artistiques, c'est-à-dire des ingénieurs du son de studio qui, petite mutation, se sont transformés de plus en plus en réalisateurs musicaux, réalisateurs d'albums. C'est des gens qui prennent en charge souvent l'arrangement, l'orchestration, et qui prennent un projet, un artiste, et qui l'emmènent jusqu'au bout, jusqu'à la sortie de l'album, en étant à la fois conseiller et puis penseur un petit peu du produit final d'un point de vue sonore. Voilà. Donc ma présence elle est donc un peu limitée sur ces tables rondes, mais je vais essayer de rester sur des thèmes assez génériques, parce que ce que j'ai pu remarquer dans ma formation, je pense que ça peut s'appliquer à pas mal de choses. Juste un petit constat que j'ai fait rapidement ce matin, juste avant d'arriver là. Et ce qui me semble important, c'est qu'il y a des secteurs dans le monde professionnel, et ces secteurs n'ont pas tous une vocation de développement dans l'avenir. Il y a des secteurs un peu délicats, alors on dirait en mutation, c'est le secteur du disque et du studio, de manière générale. Je crois que ces 2 secteurs qui sont en mutation sont des secteurs qui sont des exemples, cela dit, pour l'exigence du futur. Il faudra, je pense, jamais perdre la liaison avec ce qui a pu se passer dans le passé pour réussir le futur et l'avenir, notamment en termes de qualité, d'organisation. Je ne vous cache pas que personnellement, quand je réécoute des productions des années 60-70 musicales, on l'a fait avec quelques-uns d'entre vous ici il n'y a pas très longtemps, ça fait toujours un choc de se rendre compte de la qualité artistique et sonore des productions musicales de ces années-là, 70-80 encore un peu. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui faisait les points forts de tout ça. Donc le disque et le studio sont 2 domaines en crise, mais sont 2 domaines assez exemplaires dans le fond de leur fonctionnement. On a un problème de modèle économique, mais on n'a pas eu de problème par rapport à ces 2 industries, de fonctionnement des équipes, de compétences des équipes. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le perdre à l'esprit. Et pour autant, je vous transmets encore cette information que des disques sortent encore chaque semaine et donc sont produits. Alors il s'agit d'un faible nombre d'emplois, il s'agit de gens très compétents, des professionnels référencés, forts, reconnus, et on a encore besoin d'eux, et ils travaillent encore beaucoup pour certains. Il y a d'autres secteurs qui sont assez stables, on va dire l'activité est bien installée, mais on pourrait peut-être dire que c'est des secteurs qui sont un peu trop attirants, dans le sens où il y a beaucoup de monde pour peu d'élus quand même. Je pense au secteur du cinéma, à la fois en tournage et en post-production, le secteur de la radio aussi, et de la télévision. Donc là, je pense que c'est des secteurs où on en parlera peut-être avec les vrais représentants qui sont à côté de moi, qui sont des secteurs qui fonctionnent, qui ont trouvé un modèle de fonctionnement, même s'il est voué encore un petit peu évoluer, mais qui ne sont pas forcément faciles d'accès non plus. Il y a des secteurs qui semblent, en tout cas, beaucoup plus dynamiques pour l'avenir, et pour les plus jeunes d'entre vous, je pense que c'est important de s'intéresser à ça. Je pense que le spectacle vivant va plutôt très bien, en jugé par le nombre d'entrées chaque année dans les salles de concert, au festival de l'été. Le modèle économique, et je pense que je te vois faire un peu de tout ça, est limite, fragile, mais le public va encore au concert. Bon, il y a un problème, peut-être encore une fois, de modèle économique à venir, mais c'est quand même un endroit où il y a de l'activité. C'est peut-être même un des secteurs qui embauche le plus de professionnels. Tu reverras les chiffres, évidemment. J'entends par spectacle vivant le loisir, le monde de la culture, le théâtre, l'opéra au sens large, tout le secteur de l'événementiel, et aussi de la musique d'aujourd'hui, de la création. Juste dans les secteurs un peu dynamiques, mais qui posent pas mal de questions, il y a le secteur de l'audiovisuel. Donc la télévision, c'est un modèle plutôt bien connu. Je pense que tu en parleras juste après. Je vais juste m'intéresser au point à l'ouverture qu'a apporté Internet en nombre de productions ces dernières années. Je ne sais pas si ce modèle va pouvoir fonctionner aussi longtemps sous cette forme, mais aujourd'hui, avec l'écoute de diffusion d'Internet, c'est vrai que la musique classique, le jazz, presque des fois la musique contemporaine, arrive à exister
à être captés, enregistrés pour des sites de diffusion en ligne. C'est intéressant, c'est une activité nouvelle qui s'est densifiée. La grande question, c'est l'assistant musical ou un spécialiste un petit peu des technologies interactives. De plus en plus, on va demander à l'ingénieur du son d'un projet de s'impliquer là-dedans. Donc je pense que là aussi, il y a des nouveaux outils, des nouvelles plateformes informatiques qu'il faudra maîtriser par rapport à ça. Le son en mobilité. Alors on a dans les équipes beaucoup de savoir sur les technologies HF, les monitors et le fait de devoir diffuser du son à des gens qui vont se déplacer. On a un expert même à ma droite qui a organisé une entreprise autour notamment de ça. Mais je parle du son en mobilité, moi pour le grand public, c'est-à-dire la manière de diffuser facilement, rapidement, à grande échelle du son, streamé, mais pas seulement streamer en direct, je pense produire dans des latences très très faibles de production, des choses quand même post-produites avec un regard critique, sans avoir une équipe de 5 personnes qui interviennent tour à tour. Donc là, encore une fois, j'insiste, dans les métiers et dans l'avenir, je pense que le côté multitâche du professionnel va être très demandé. Et puis, une petite thématique qu'on entend beaucoup, les objets connectés en ce moment, je rebondis un petit peu là-dessus, je pense aussi qu'il faut être un peu précurseur là-dessus, il faut que le monde du son et que les ingénieurs du son soient un peu avant-gardistes sur comment utiliser des nouveaux objets qui vont nous entourer, qui vont être en lien avec le réseau et qui vont être des objets qui vont pouvoir véhiculer de l'information, donc du son, donc des messages, donc de la musique. Donc voilà. Donc là-dessus, je pense qu'il y aura évidemment dans l'avenir des choses à faire. Petit point rapide, et puis je me couperai la parole, sur les qualités, à mon sens, à développer dans le futur, dans les futurs métiers. On va redire à peu près la même chose. Je pense qu'il est absolument important de connaître le contexte professionnel dans lequel on va s'établir. C'est-à-dire connaître les métiers avec lesquels on travaille, et les autres professionnels, et connaître les contraintes de chacun. Le monde de l'audio professionnel est un monde conflictuel, et souvent la plupart des conflits sont liés à des manques de projection des équipes, des professionnels les uns envers les autres. Et je pense que dans l'avenir, on va restreindre les équipes, sans doute, il y aura une pression évidemment économique et organisationnelle pour arriver à ça, et il faudra multiplier dans les profils, dans la manière d'envisager le métier, le fait effectivement de connaître très bien les contraintes et les profils des gens avec lesquels on travaille. Les gens avec lesquels on travaille sont des gens qui font de l'image, de la vidéo, de la lumière, des gens qui vont faire aussi de l'installation lourde technique d'événementiel. Donc c'est vraiment assez important, à mon sens, de pouvoir s'insérer dans cette organisation-là. Je pense qu'il faut évidemment connaître parfaitement les équipements, les normes et les concepts associés à ce qu'on manipule. Ça, je pense qu'évidemment, dans l'avenir, n'importe quelle nouvelle technologie qui arrive doit pouvoir être prise, comprise, mais dans son sens profond, c'est-à-dire vraiment à l'état conceptuel de ce qu'on manipule. Et c'est valable pour tous les professionnels, à toutes les échelles, à mon avis, des équipes de l'audio. J'insiste sur un autre point qui me semble essentiel et qui, quand je fais le bilan un peu des gens qui ont réussi dans les anciens de la formation que je dirige aujourd'hui, c'est la démarche qualité personnelle, c'est-à-dire son implication au quotidien dans ce qu'on manipule en tant qu'ingénieur du son, son implication sur la démarche qualité, c'est-à-dire c'est soi, à chaque instant, chaque geste, c'est soi-même qui doit avoir à chaque instant la conscience de où en est-on par rapport au niveau de qualité qu'on exige de nous ou qu'on exige de soi-même. C'est quelque chose à développer. Je pense que dans nos formations, on n'insiste pas assez, mais c'est quelque chose d'important. La démarche qualité, ça englobe la qualité du son, mais ça englobe aussi pour moi la qualité organisationnelle et tout l'aspect planification des projets. Voilà. Ça, c'est des points importants. J'ai lu, en préparant un petit peu cette conférence, une conférence qui traitait de l'avenir des ingénieurs en France. Voilà. Alors, c'est toujours délicat le parallèle entre les ingénieurs vrais, comme on dit, et les ingénieurs du son, les faux. Voilà. Oui, alors, c'est vrai que sur l'intitulé de la conférence, on parle de ingénieur du son, mais on en était d'accord tous les quatre. Ingénieur du son, c'est pas derrière cette appellation qui va d'ailleurs peut-être disparaître, voilà, se cache une multitude de profils. Mais on va garder le sens noble du terme de l'ingénierie parce que je pense qu'il y a peut-être ambiguïté sur le mot, mais il n'y a pas forcément ambiguïté sur la démarche.
C'est-à-dire qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui va pouvoir exploiter plusieurs différents concepts, outils, et il va apporter un savoir personnel pour les optimiser, les mettre en route. Alors il y a une différence de formation, de qualification, de niveau de salaire, mais gardons le sens sain du terme de l'ingénierie, et je disais quelque chose que je trouvais assez sain. On pensait que pour les ingénieurs d'aujourd'hui en France, ce n'est pas la maîtrise d'une connaissance spécifique qui compte le plus, c'est la capacité à assimiler de nouvelles informations et à résoudre des problèmes. Et bien ma foi, je trouve que cette analyse, elle me va très très bien pour le monde du son. Envisager l'avenir de cette manière-là pour la jeune génération et voir venir les nouvelles technologies de cette manière-là, ça me va très très bien. C'est un bon résumé. Un autre point que je lisais dans cette publication qui me semblait intéressant, c'était de dire il est intéressant pour l'avenir de devenir producteur de concepts, novateur en intégrant le raisonnement artistique qui est plus sophistiqué et plus vaste que le raisonnement classique. Pour réussir, il faut développer une sensibilité esthétique. Bon, alors ça, vous allez me dire, ben ça c'est ce que font les ingénieurs du son depuis à peu près toujours, et je veux juste rappeler que c'est important dans le métier, évidemment, d'avoir des compétences esthétiques et avoir du goût. Voilà, parce qu'on est sans cesse, à un poste, à un autre, amené à donner un avis esthétique, soit pour rassurer les artistes, soit pour répondre à un cahier des charges techniques aussi, qui doit véhiculer quelque chose d'esthétique. Esthétique au sens large, ça englobe évidemment le monde de la musique, mais ça englobe, à mon avis, le rapport direct que n'importe quel auditeur, spectateur va avoir avec le monde du sonore. C'était un petit point que je voulais résumer. Je pense que je peux juste en rester là pour, je pense, développer plus de points précis par la suite et répondre à vos questions. Ok, merci Denis. Donc, sans tarder, je laisse la parole à Gilles Hugo, donc Société Silence. Alors, Gilles, par rapport à ce qui a été dit et par rapport à ton expérience en tant que professionnel de la sonorisation, peut-être rappeler un petit peu ton activité en tant que professionnel déjà. Et puis, après, je dirais le rôle. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que dans tous les films, sans aucune exception, on montre qu'il y a de la sonorisation? Le président des États-Unis s'approche du micro et il y a un Larsen. C'est-à-dire qu'on est le seul métier où on montre la faute pour montrer qu'on est là. Quand on montre qu'il y a de la lumière, on n'éteint pas. On montre le projecteur. Pour montrer qu'il y a du son, on fait un Larsen. Ce qui est quand même c'est un peu significatif sur nos métiers. Ok, mais donc Silence, donc alors, Silence, c'est une boîte de prestations, de location et de prestations de services pour le spectacle et beaucoup la télévision. Pourquoi la télévision? Parce que historiquement, avec mon associé, on est les deux premiers freelances à la télévision. Il y a Privilège de l'âge, il y a 35 ans. Et on a apporté à la télévision la sonorisation de spectacles vivants, qui n'existait pas. Donc on a été les pionniers, par la force des choses, de la connexion de deux secteurs qui étaient très très séparés. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et ça a été très très bien dit, très bien expliqué. C'est des métiers très jeunes, il ne faut pas perdre d'idée que... Alors, c'était pas mieux avant, c'était différent avant, mais il faut bien faire l'historique quand même pour comprendre d'où on vient et pourquoi ça bouge très très vite. À la fois techniquement, économiquement, structurellement. Et ce qu'on demande aux gens d'aujourd'hui, on n'aurait pas pu avoir cette conférence il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait l'école 8 Lumière, point final. L'école 8 Lumière, je ne pouvais pas y rentrer, je pouvais y enseigner, mais je ne pouvais pas y rentrer comme élève. C'était donc une toute petite élite, et le reste se faisait, tout le reste de la formation se faisait sur le tas. La formation n'était pas qu'une formation de sonorisateurs, d'ingénieurs du son, peu importe le terme. On était aussi tous des inventeurs à l'époque, puisque le matériel n'existait pas forcément, et quand on avait besoin de quelque chose, il fallait le faire, le fabriquer, l'inventer. Tout ce monde-là a changé. Ce qui a changé aussi, c'est que, alors, historiquement, pour rappeler, tout le monde connaît le film Woodstock, c'est août 1969, vous regardez Jimi Hendrix, Santana et les autres, vous regardez la sono, elle est à peu près aussi puissante que vous avez dans votre salon aujourd'hui. C'est risible, il n'y a pas de retour, il n'y a rien du tout, mais c'est Woodstock, c'est le plus gros festival de l'histoire de la musique et ça a créé des stars. Donc c'est pas la sonorisation qui crée les stars, il faut remettre les choses dans l'ordre. Ça c'est un des points qui n'a pas été dit mais que je veux bien développer après éventuellement, c'est qui est l'ingénieur du son, trouver notre vraie place. Historiquement, donc on est des métiers très jeunes. Si les Beatles s'arrêtent de jouer en public, en live, 65-66, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas.
c'est pas pour une autre raison. Ils vont faire des disques encore pendant 3 ans derrière, mais ils jouent dans les stades aux États-Unis et il n'y a pas de sonorisation de spectacle. Il y a du public adresse, du PA, mais il n'y a pas de sonorisation de spectacle. Ils ne s'entendent pas chanter. Vous regardez les films des Beatles, il n'y a pas de retour sur scène et les voix sortent des guitares. Donc ils ne s'entendent pas. Donc ça c'est pas vieux, hein. J'étais né, j'y étais. Donc c'est sur 1 ou 2 générations que des métiers s'inventent, se créent et pour certains disparaissent parce que la technologie va à une vitesse phénoménale. Or nos métiers, avant ça, à l'époque des débuts de la télévision, du disque, etc., étaient basés sur des cycles très très longs. Les inventions, elles arrivaient, mais c'était pas aussi rapide que maintenant. Hein, aujourd'hui, c'est en 3 ans, le matériel, 3-4 ans, le matériel arrive à être obsolète. Pas tout, mais une bonne partie du matériel. On parle d'ingénieur réseau, par exemple, aujourd'hui, c'est une direction très importante, pratiquement incontournable. Il y a 6 ans, on n'en parlait pas. Donc c'est très très nouveau. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 ans? Je ne sais pas. En tout cas, ça bouge très très vite. Ça revient à ce que disait Jérôme et Denis avant. Il faut une base technique. À mon époque, de mon temps, avant la guerre, il y a plein de guerres entre eux, on pouvait ne pas connaître des choses. On s'en sortait autrement. On s'en sortait, par exemple, en concert, pour de la sono, on s'en sortait artistiquement. Parce qu'en général, le sonorisateur, c'était le gars qui était le plus mauvais guitariste. Donc au bout d'un moment, on les écoute, arrête avec la guitare, puis tu vas là-bas. De toute façon, la console, il y avait tellement peu de choses sur la console qu'on s'en sortait avec la musique. On connaissait la musique par cœur. Donc on s'en sortait, on trouvait les moyens techniques de faire sonner cette musique. Aujourd'hui, ça c'est fini. Hein. Une grosse console numérique, aujourd'hui, pour sortir du son, il faut quand même juste connaître un tout petit peu quelque chose. Ça ne va pas suffire d'appuyer sur on et de brancher un micro. Il va falloir commencer à regarder ce qui se passe dedans. Ça, c'est ce qui va vous incomber à vous les jeunes que je vois ici qui manifestement veulent faire ces métiers. Vous êtes obligés d'apprendre. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles. Il y a plein d'écoles, est-ce qu'il y a plein de travail? Ça, c'est pas sûr. Mais est-ce que vous allez trouver du travail? Sûrement. Il y aura toujours des jeunes qui vont débarquer parce qu'ils ont des talents, parce qu'ils ont ouvert la porte au bon moment, parce qu'ils en veulent vraiment, puis surtout parce qu'ils connaissent des choses que nous, on ne connaît pas. Ou qu'on a du mal à appréhender, ou qu'on a du mal à connaître. On a parlé d'informatique, alors là, c'est même pas la peine de le dire. Vous êtes né avec un ordinateur, moi pas. Ça nous est sûrement plus facile qu'à moi. Par contre, je fais la différence entre un hautbois et un basson, y compris sur comment il faut les sonoriser. On peut travailler ensemble à un moment donné. Vous avez encore des choses à apprendre de nous, mais vous avez sûrement des choses à nous apprendre, des choses sur lesquelles vous allez beaucoup plus vite. C'est ces pistes-là qu'il faut que vous essayiez. La base, il faut que vous l'appreniez. Aujourd'hui, vous allez l'apprendre en école et elle ne s'apprendra plus sur la route, plus nécessairement. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est la palette économique dans laquelle vous allez travailler. Elle a changé, elle s'est élargie. Il y a des tas d'endroits où il n'y avait pas de son il y a 30 ans et aujourd'hui il y a du son. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul bâtiment qui s'ouvre sans qu'il y ait un nodal, du son, de la vidéo, du réseau et qu'il y ait une salle de conférence intégralement automatisée où quand le PDG rentre, il a un micro HF ou infrarouge et ça part, et il y a de la traduction qui est faite 3 étages plus haut et c'est streamé et renvoyé au fin fond de la Nouvelle-Zélande. C'est du son aussi, hein, c'est du travail aussi, c'est des pistes aussi. C'est peut-être pas aussi excitant pour certains que de mixer NTM à Bercy, mais c'est du son. C'est pour ça que le débat est un peu, on dit ingénieur du son, bon déjà on va dire les métiers du son en général. Et puis qu'est-ce que c'est que l'ingénieur du son? Le gars qui fait du documentaire animalier, il est ingénieur du son. Le gars qui mixe le film de maison sur une console large comme la pièce ici, il est ingénieur du son. Le gars qui est en tournée dans la camionnette avec un petit groupe de rock, il est ingénieur du son. Enfin je veux dire, c'est hyper vaste, hyper vaste. Le truc pour vous, c'est de connaître les bases, de connaître tout et d'être capable, après, d'aller chercher votre spécialisation. Si financièrement, humainement, familialement, intellectuellement et moralement, vous avez un temps pour chercher, trouvez votre place. Ingénieur du son, c'est comme de dire que le permis de conduire, c'est ce qu'il faut pour être pilote automobile. Or, un gars qui fait du rallye, un gars qui fait de la Formule 1 et celui qui fait de la course sur place, c'est rarement les mêmes. Là, nous, on est pareil. On fait tous du son comme ils font tous de la conduite. Mais les domaines sont un peu différents. Donc, si vous n'avez pas d'état de crédit sur le dos, 2 enfants, une voiture à changer, et que vous avez le temps,
prenez du temps pour chercher. C'est l'intérêt des formations, c'est l'intérêt de l'apprentissage, c'est d'aller voir dans les entreprises les contextes qui vont vous plaire. Il ne s'agit pas juste de faire du son. Je suis très content que Denis ait parlé de la dimension personnelle, parce que c'est ça aussi. Hein. On dit l'intermittence, par exemple, il y a des gens qui sont faits pour être intermittents, qui ont un milieu incroyablement concurrentiel, qui ne durera que ce qu'il a duré, mais qui existe encore. C'est un milieu très concurrentiel. Certains ont besoin d'être rassurés. Ils vont être beaucoup plus heureux en étant régisseur son dans un petit théâtre et avoir les mêmes gens tous les jours et se sentir en confiance. D'autres vont être contents de partir tous les jours sans savoir si demain ils travaillent. Toutes ces choses-là sont des composantes importantes. C'est pas de la technique de son, on est bien d'accord. Mais c'est ce qui vous rend différent des autres, c'est ce qui vous rend employable par lui ou l'autre. Parce que vous êtes différent des autres et qu'à partir du même socle de technique, eh ben, vous allez être capable de sortir le meilleur de vous-même par rapport au projet qu'on est en train de faire. C'est très très important, c'est clairement tous les ingénieurs du son, ça s'appelle une console numérique. Une fois qu'on a dit ça, quand vous venez chez moi en entretien d'embauche, je ne vous demande pas si vous savez vous en servir ou pas. C'est un acquis, vous savez vous en servir. Non, sinon vous ne serez déjà pas là, vous ne seriez pas sorti de l'école. Après, vous en servir pourquoi? Vous êtes qui? Vous voulez faire quoi? Vous vous positionnez comment par rapport au programme, à l'artiste, à la tournée, à la structure, à la société? C'est toutes ces positions-là qui sont des positions humaines, personnelles. C'est pas de la technique pure. Hein. Si vous êtes le meilleur ingénieur du son de la Terre, que vous connaissez tout mieux que tout le monde, mais qu'à chaque fois que le chanteur chante, vous allez lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il chante comme ça, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, il va vous écouter la première fois, il va vous écouter la deuxième fois, mais la troisième fois, je suis sûr que c'est pas vous qui faites son concert. C'est absolument certain, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a une vieille blague dans le métier qui est la différence entre Dieu et un ingénieur du son. Dieu ne se prend pas pour un ingénieur du son. C'est vieux, mais c'est tellement vrai. Historiquement, dans le métier, c'est tellement vrai. C'est ça aussi qu'il faut intégrer. Il faut prendre sa place. On est place dans une équipe. Je finis juste très vite. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'il y a des petites équipes et des grosses équipes. Que dans une petite équipe, que ce soit en tournée ou on est deux dans la camionnette avec les 4 musiciens, ou sur un petit plateau de TNT ou de télé régionale qui n'a pas beaucoup de moyens, ou sur un petit film, on n'est pas beaucoup. Et si on n'est pas beaucoup, ça veut dire qu'il va falloir faire plus de choses que juste ce qu'on souhaiterait faire. Il va falloir peut-être régler l'écran plasma de retour, peut-être falloir aider le mec de la lumière, voire envoyer les effets de lumière, parce qu'aujourd'hui c'est possible, on a même des consoles qui pilotent la lumière en même temps que le son. Dans une petite équipe, tout le monde va devoir tout faire. C'est bien d'en savoir plus que ce qu'on vous demande et c'est bien d'aller piocher ce qui se passe chez les autres parce que là on va en apprendre pas mal aussi. Après il va y avoir une phase de spécialisation, etc. où chacun va pouvoir, la boîte a grossi, le spectacle a grossi, et on va pouvoir se spécialiser un peu plus. Profitons de cette spécialisation, épanouissons-nous et vivons bien de ce truc-là. Mais il faut toujours garder l'œil sur les autres parce qu'effectivement, les techniques se mélangent de plus en plus et on peut de moins en moins être le roi dans son domaine. C'est fini ça. C'est fini l'époque où le sonorisateur prend les 20 meilleures places de la salle alors que c'est le seul qui est payé dans la salle et qui fait le spectacle. Qui en plus il fait chier 150 personnes derrière parce qu'il a ses lumières et qu'il est debout tout le temps. Aujourd'hui, on a des tas de moyens de faire autrement, de faire plus intelligent que ça, de faire plus malin. Et ça, c'est vrai dans tous les secteurs, dans tous les domaines. C'est vrai dans le broadcast, c'est vrai dans la prise de son extérieur, c'est vrai en post-prod, c'est vrai dans plein de domaines. Le contexte économique va faire qu'il y a plein d'endroits où avant on aurait été très spécialisé, très séparé, très valorisé. Aujourd'hui, ça ne va plus être forcément le cas. La structure économique, elle a beaucoup changé. Elle a changé dans le live, elle a changé dans le broadcast. Il y a des choses qui iront mieux après la crise, l'événementiel ira mieux après la crise, il prendra des couleurs un jour. L'intégration, c'est-à-dire l'installation dans les bâtiments, passer la crise qui va arriver l'année prochaine, redémarrera, on reconstruira des bâtiments et on refera du son un peu plus inventif encore qu'il y a aujourd'hui. Par contre, il y a des secteurs qui ne vont pas changer. La télé, il n'y aura pas demain 250 millions de Français qui regarderont moins de chaînes. C'est-à-dire que les chaînes ne vont pas avoir de plus en plus de moyens. Et si on est capable de sortir des shows de variété aujourd'hui pour 300 ou 400 000 euros alors qu'ils coûtaient 1 million il y a 10 ans, j'ai un gros doute que dans 2 ou 3 ans, on nous donne encore 1 million pour les faire. Donc il va falloir trouver des clés de 16, des moyens de fonctionner dans un milieu économique qui est devenu un milieu économique normal. Nos métiers n'étaient pas des métiers normaux il y a 30 ans. On était dans l'art, on n'était pas dans l'économie. On était dans des métiers très subventionnés.
socialement aidés vers l'intermittence du spectacle, dans des métiers où les maisons disques gagnaient beaucoup d'argent et pouvaient en dépenser beaucoup sur le live. On était dans des métiers sortis de la réalité, tout était subventionné, la moitié de la culture française était subventionnée. Ça n'est plus le cas aujourd'hui et ça ne redeviendra pas le cas demain. C'est illusoire d'imaginer que demain il y aura de plus en plus d'argent pour la culture, que des collectivités locales qui ne savent pas comment financer l'entretien des écoles et des rues vont donner de plus en plus d'argent pour les festivals de hip-hop et l'équipement de la salle polyvalente. Je veux dire, c'est pas ça qui va se passer. Ça veut dire qu'il va falloir tous, à nos niveaux différents, qu'on trouve des moyens d'optimiser ça et de faire progresser nos métiers, d'être artistiquement, et peu importe le niveau artistique qu'on se situe, mais cohérent avec notre artiste, avec notre client, avec la société, avec ce qu'on fait, avec nos envies, nos désirs, d'arriver à faire passer nos messages dans des contextes qui vont être financièrement plus compliqués, ça c'est sûr. Par contre, technologiquement, infiniment plus vaste et possible aujourd'hui qu'avant. Vous avez la chance aujourd'hui, avec un ordinateur portable, de faire ce qui vous aurait pris 250 mètres carrés de studio il y a 35 ans. C'est en plus. En même temps, il faut quand même savoir la différence entre un hautbois et un basson, à un moment. Merci. Merci Gilles, oui, pour cette... Juste, là je rebondis, oui. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de technique, etc. Néanmoins, le but final, c'est quand même, quand on est ingénieur du son, et je pense que ça va le rester, de se mettre au service d'un propos, au service d'un propos, qu'il soit musical, éditorial, journalistique, même sur des métiers extrêmement techniques. Ce qui veut dire donc, si l'objectif final c'est ça, il faut écouter de la musique, et tous les types de musique, parce que il y a quelques dizaines d'années, il y avait rarement par exemple des musiciens de musique du monde, pas ce terme-là, mais maintenant on peut être confronté à toutes les situations artistiques. Et donc, écouter, regarder, aller au cinéma, aller au musée, parce que c'est quand même juste ça, la base de notre métier, c'est supporter ça, et se mettre au service comme ça. Ok. Alors, donc, après ce petit tour de table, moi j'ai noté quelques tendances, ou quelques pistes, peut-être pour l'avenir. On a parlé tout à l'heure, Denis, je crois, parlait de son immersif, davantage de son 3D, donc ça sera l'objet d'une autre conférence sur les futurs formats audio dans le domaine de la télévision par exemple, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez, quand on dit son 3D, on dit aussi le concept de moteur de rendu. Donc moteur de rendu, c'est un bout d'intelligence qui est quelque part, qui peut se trouver donc dans le dernier iOS 8 par exemple d'Apple, qui peut se trouver au sein d'un navigateur comme le Chrome par exemple. Est-ce que vous avez déjà une idée sur la chose? Alors, des idées non, mais c'est un magnifique exemple. Le son 3D, là, c'est un sujet d'avenir, on ne va pas y couper. C'est un sujet forcément intéressant parce qu'il a une implication émotionnelle. Et on sait depuis le début que la télévision, la radio ont toujours eu besoin d'amplifier le rapport entre le message et le spectateur en travaillant sur cette manière d'impacter le message sur le spectateur. Donc, la dimension émotionnelle, elle est importante. Le son 3D, il n'y a peut-être rien de révolutionnaire sur le fait qu'on va dire quelque chose de plus. Simplement, on va le dire différemment et dans certains cas, et pas tous, la manière de le dire, en étant plus immergé dans la scène sonore, en étant plus interactif sur le mouvement de tête du spectateur, ça va impacter un peu plus ce message, il aura plus de sens et émotionnellement parlant, le public sera beaucoup plus attaché à ce signal-là. Le simple exemple, c'est le passage d'un mono à la stéréo. Aujourd'hui, on n'est pas forcément tous conscients d'écouter une belle stéréophonie, mais si on bascule en monophonie, tout le monde fait la tête. Voilà, on trouve ça moins chouette, moins beau. Donc, c'est pas seulement l'idée d'avoir un son plus à droite ou plus à gauche, c'est simplement qu'esthétiquement, c'est mieux, c'est plus impactant. Donc le son 3D, c'est typiquement quelque chose qui va arriver dans le futur. La manière dont on va le faire, elle pose plein de questions, parce que si on veut que ça soit interactif, si on veut que ça s'adapte au spectateur, ça veut dire qu'on va plus figer les scènes sonores, le mixage fini en studio va pas être restitué à l'identique chez le spectateur final, donc il va devoir évoluer avec son comportement. S'il doit évoluer, le rendu, le mixage, les équilibres, les panoramiques doivent évoluer en fonction de certains paramètres. Tout ça, c'est un avenir qui peut être intéressant. Je ne suis pas sûr à 100% qu'il est intéressant pour une branche entière de la musique, mais il peut l'être pour la muséographie, il peut l'être pour
les médias d'information, les médias de l'instant, les médias de loisirs, donc c'est un vrai avenir. Mais comment on forme les gens aujourd'hui à ça demain? Ou comment on forme les professionnels? Qui seront les professionnels qui vont agir là-dessus demain? Ben, ça sera des gens qui sauront s'adapter rapidement aux nouveaux outils qui vont apparaître au fur et à mesure de l'avancée. Alors ça fait deux choses importantes à retenir pour moi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des nouveautés. La plupart du temps, en fait, quand le milieu de l'audio pro a eu peur d'une nouveauté, elle a de toute façon fini par se mettre en place cette nouveauté et avoir du sens. Je pense notamment, il y a d'autres histoires, t'en parleras mieux que moi, mais l'arrivée des consoles numériques en sono, il y avait des problèmes de qualité qui étaient associés à ça, mais il y avait surtout des problèmes d'ergonomie. Et globalement, les professionnels ont eu assez peur, ont mis beaucoup de temps à adopter ces outils. Il a fallu qu'il y ait une grosse interaction avec les constructeurs, mais si on regarde de près, finalement l'ergonomie a peu évolué, c'est plutôt les ingénieurs du son qui ont fini un peu plus à accepter de travailler avec cette ergonomie qui était différente. Par contre, la qualité, elle a monté. Donc, par rapport au son 3D, il faut aujourd'hui, à mon avis, former des gens qui sont critiques, qui ont une oreille critique, et qui sont capables d'anticiper les différentes possibilités du signal qu'ils vont devoir véhiculer. Et encore une fois, faire confiance à un système qui va se mettre en place. C'est vrai que ça va rompre avec l'habitude de l'ingénieur du son qui est le maître du son, puisque quelque part, une machine va sans doute un jour recalculer via un moteur de rendu localisé chez son auditeur final un mixage qui devra avoir du sens. Il faudra qu'il anticipe tout ça, il faudra qu'il se projette. Donc ça change complètement quand même. Il y a un gros effort de projection, de connaissance et de goût. Encore une fois, j'y reviens. L'ingénieur du son, pour moi, d'avenir, c'est quelqu'un qui aura du goût et qui saura l'exprimer et le transmettre. Ok. À ce stade, je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle auxquelles on pourrait répondre? Auquel cas, je vous fais parvenir un micro jusqu'à vous. Oui, je viens. C'est pas vraiment, bonjour, c'est pas vraiment une question, mais en fait, quand vous parlez de son 3D, on parle de captation de son binaural ou non? D'accord, donc une question plus, je dirais, précise. Denis. En fait, on emploie un mot un peu ambigu pour quelque chose qui est... On parle de tout un tas de techniques, alors le 3D même des fois, vraiment, je considère que c'est un terme flou moi aussi, mais on parle effectivement d'une captation qui peut être faite par une tête artificielle, en binaural. On peut aussi parler d'un son pris en monophonie, et puis avec derrière un moteur qui va recalculer un rendu en 5:1 ou en binaural, qui va recalculer, resynthétiser des fonds, des réverbérations et des premières réflexions qui vont remettre ce son dans l'espace. On parle de système de captation avec je sais pas, une dizaine de micros pour faire ce qu'on appelle la synthèse HOA. Alors, des techniques, il y en a aujourd'hui un nombre incalculable. Encore une fois, c'est plutôt les normes qui nous manquent pour savoir quelle sera la technique la plus adaptée pour rendre des sons. Alors, en ce moment, il y a juste une petite note, en ce moment il y a le FISM, le Forum international du son multicanal, qui se passe à la radio, c'est à peu près en même temps qu'on est ici. Et là, vous avez des grands spécialistes qui traitent en ce moment et des normes possibles. Le cinéma a commencé à en absorber quelques-unes et en mettre en œuvre. Le monde de la musique se pose plein de questions. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment de plus précises informations, allez jeter un coup d'œil sur le site du FISM ou allez au FISM de Coréville, parce que c'est à la radio. Non, juste un petit point par rapport à ces histoires de son 3D. Bon, effectivement, il y a les aspects techniques, mais je pense que là, pour le coup, il y a un domaine dans le futur qui va être très intéressant de défricher, c'est l'écriture sonore pour ce mode de diffusion-là. Ça existe déjà beaucoup dans le jeu vidéo, donc là, on est sur une approche qui est un peu différente parce qu'on est dans une approche qui n'est pas du temps réel, qui est du temps réel, pardon, contrairement à quand on met du son sur des images, on est vraiment très lié à l'image, etc. Donc il y a plusieurs pistes pour l'écriture sonore, c'est l'interaction entre l'image, le son et l'expérience utilisateur, ça c'est le jeu vidéo. Mais d'un point de vue purement sonore, quel que soit le dispositif utilisé, que ce soit en multicanal, en binaural, etc., je pense qu'en termes d'écriture sonore et d'un point de vue radiophonique, même voire musical, il y a peu de choses encore qui sont défrichées. Et on a même une responsabilité, tous, c'est de déconstruire des codes pour arriver à mieux rebondir par rapport à ça.
on est figé dans une écoute qui est quand même stéréo largement, et je pense que le futur... Alors pour l'instant, c'est peut-être pas encore la panacée par rapport à l'industrie. On a eu des assez mauvaises nouvelles de diffuseurs qui arrêtent de faire du multicanal ces temps-ci. Néanmoins, à terme, moi je continue de penser que c'est un moyen de soutenir le propos extrêmement important qui est l'immersion. Encore une fois, si on soutient un propos artistique, l'immersion peut faire partie des moyens qu'on va utiliser. Et je pense qu'en termes d'écriture sonore, il y a inventé, il y a des défricheurs, d'illustres ancêtres, Pierre Schaeffer par exemple au GRM, mais il y a plein de choses à explorer, et là pour le coup je pense que ça c'est vraiment un point de culture. Et ce sera donc l'objet d'une autre conférence sur ce sujet. Juste 2 secondes là sur ça. Là, on voit exactement la limite de l'exercice d'une table ronde d'1 heure sur qu'est-ce qu'un ingénieur du son du futur. Et la complexité du métier du son. Parce que tout ça, c'est absolument passionnant et c'est une direction importante et il faut y aller. Mais 99,9% d'entre vous ne seront pas confrontés à ça. Ou quand vous serez confrontés à ça, c'est parce que c'est devenu une norme, une obligation, et ça sera juste un acquis que vous serez obligé d'utiliser. 99,9% d'entre vous vont se trouver confrontés à faire du live, à réussir à sortir la voix du chanteur avec un bassiste qui joue à donf à côté, et en respectant la loi anti-bruit, et en ayant un kit de matériel pour toute la tournée, c'est-à-dire qu'il est inadapté tous les soirs de la semaine, mais c'est le kit moyen que vous avez pour toute la tournée, donc votre travail c'est d'optimiser tous les soirs de la tournée, et de faire que votre employeur, c'est-à-dire le chanteur, soit content, et que les gens qui payent votre salaire, c'est-à-dire le public, aient la banane quand ils sortent, parce qu'à 80 € la place, ça serait mieux qu'ils aient le sourire en sortant, pour remettre les choses dans l'ordre. Et là, que vous soyez en stéréo, en 5.1, en 7.1, en 22.1, en numérique, en analogique, en ear monitor, en wedge, en ce que vous voulez, c'est votre problème avec votre artiste, le producteur, etc. Si vous voulez développer des nouvelles choses, allez-y, il y en a besoin, ça fait bouger les lignes. Mais ce n'est pas la réalité vraie du travail de tous les jours, en tout cas dans 99,9% des endroits où vous allez travailler. Ça, on va vous demander d'autres choses. Je veux dire, vous pouvez déterminer toutes les normes techniques et arriver avec tous les délires techniques. Si l'assistant a mal mis le micro sur le présentateur, vous n'aurez juste pas de son au bout. Et pas de son au bout, c'est pas de son chez vous, c'est pas de son à l'arrivée non plus. Donc voilà, il faut voir aussi que plus nos techniques vont vite, et elles vont incroyablement vite, plus il va falloir que quelqu'un paye pour cette technique. Soit le prestataire, soit le diffuseur, soit le studio, il va falloir que quelqu'un l'achète. Et si une nouvelle console sort tous les ans, moi je ne peux pas acheter des nouvelles consoles tous les ans. C'est pas possible. Il faut que je les amortisse sur plusieurs années. Si j'ai 60 consoles numériques, je ne peux pas changer 60 consoles numériques tous les ans. C'est impossible. Je dois avoir 700 micros HF. S'il sort un modèle révolutionnaire l'année prochaine, je ne peux pas en acheter 700 d'un coup. Voilà, faire durer le truc. Donc la recherche, elle est importante. L'expérimentation, elle est importante. Et il y a des secteurs dans lesquels c'est l'essence même de ce secteur de développer ça, d'aller chercher, c'est important. Mais dans beaucoup des autres secteurs, c'est pas le problème. Et on a ce problème souvent avec le nouvel arrivant qui sort de l'école, il a bossé sur Pro Tools chez lui, il fait Pro Tools les yeux fermés. Mais quand je lui donne un rouleau de câble pour aller alimenter le wedge, il perd avec la mauvaise XLR. Donc il y a un moment, or s'il n'y a pas de retour au bout, il ne pourra même pas, il pourra pas envoyer son Pro Tools. Donc il faut remettre les choses dans l'ordre, il ne faut pas se tromper sur les trucs. Il y a des endroits où c'est important, il faut y aller là-dedans. Il y a d'autres endroits, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut chercher, il faut voir où est sa place dans le truc. Parce qu'il y a des endroits où on va s'amuser, on va chercher. Il y a des endroits où on ne va pas chercher, mais on va s'amuser. Puis il y a des endroits où on va ni chercher ni s'amuser, mais on va travailler. C'est aussi important. Il faut voir qu'aujourd'hui, on n'a jamais été capable de faire du son comme aujourd'hui. Mais manifestement, la plupart des gens l'écoutent en MP3 avec Shuffle sur l'oreillette de base Apple, avec l'iPhone, avec le bruit du métro autour. Et c'est là-dessus qu'ils jugent. On n'a jamais fait de l'image comme aujourd'hui, avec 4K, 18K, 60K, ce que vous voulez. Mais les gens, quand même, regardent sur le téléphone la rediff en streaming, machin, avec un débit pitoyable. Il faut relativiser tout ça. Évidemment qu'il faut chercher. Évidemment qu'il faut aller plus loin. Mais il faut aussi être capable, à la base, de continuer à faire des prises de son propres. Et ça, les micros, c'est pas nouveau. Les micros, ils ont progressé, ils existent depuis toujours. Les haut-parleurs ont progressé, mais pas ceux qui sont dans les téléviseurs, pas beaucoup. Et on s'est donné beaucoup de choses plus compliquées aujourd'hui qu'à une époque. Et ça aussi, c'est une piste où j'engage beaucoup d'entre vous à se diriger. Ça paraît pas noble, mais c'est important, c'est le contrôle du signal d'un bout à l'autre. Il n'y a rien de plus frustrant pour un ingé son qui bosse à la télé, par exemple, qui sortons des émissions de télé connues, musicales. On donne, nous, un signal stéréo. Pour l'instant, ça va nous suffire. Et je me bats contre le 5.1 comme un malade avec toutes les productions.
parce que ça pose des tas de problèmes artistiques en télévision. En télévision, on travaille à 360 degrés, et la télévision, c'est l'art du gros plan. Le planage ne sert qu'à situer, sinon on n'est que en gros plan. Comment artistiquement je mixe en 5.1 un batteur quand la caméra tourne autour du batteur? Qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est devant? Autant sur un clip et un film je veux bien, en télé comme ça, j'ai beaucoup de doutes. Faisons déjà de la stéréo propre, mais surtout soyons sûrs que le son que nous on donne soit celui qui arrive chez vous et qui ressorte de votre téléviseur ou de votre casque. Pour l'instant, on est très loin. Il y a des ruptures fondamentales entre les fabricants de programmes, les diffuseurs et les gens qui amènent le signal chez vous. Je veux dire, on fait les victoires de la musique, moi je sais ce qu'on a fait, hein. J'ai la preuve de ce qui est sorti de mon car. Et le lendemain, j'ai des délires de coups de téléphone de gens qui me disent « Ouais, j'ai écouté sur la box orange, c'était pourrage, j'ai écouté sur la box free, il y avait ci, il y avait ça. » Et s'il y a 60 moyens de diffusion, il y a 60 sons différents à l'arrivée. Alors moi, j'en ai sorti un. Donc déjà, si quelqu'un veut travailler là-dedans pour faire que le son qu'on a sorti, ça soit celui qui arrive, déjà, ça sera bien. Après, on verra. Effectivement, là, on est une centaine de personnes. Il y a 100 paires d'oreilles reliées à 100 cerveaux différents qui entendent 100 choses différentes. On est tous d'accord là-dessus. Mais au moins que le signal soit le même, et déjà, peut-être, après, on pourra s'en parler. Ça c'est des vrais problèmes. Hein. Donc, ces problèmes-là auxquels vous serez confrontés. Hein. Quand vous allez faire un concert sur scène, vous avez la moitié des gens qui étaient devant qui vont venir gueuler, puis la moitié des gens qui étaient derrière qui vont venir gueuler autre chose. Donc, à vous de faire la part des choses. Ok, merci. On pourrait dire que c'est une conclusion, mais il nous reste encore un petit peu de temps, oui. Un petit détail, parce que je suis vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour l'avenir, en tout cas, il y a un nombre de pistes incalculables, des fois hyper précises, qui se mettent en place. Des domaines de recherche, le son 3D en fait partie, qui sont peut-être déjà précurseurs de certaines choses. La vraie question qu'il faut toujours se poser, c'est le côté impactant de ça sur le projet que vous êtes en train de mener, si réellement ça a du sens. Voilà. Et la grande question du 5A, la grande question de la stéréo, souvent, c'est une question importante. Moi, j'adore écouter la radio en mono, encore aujourd'hui, des fois, pour écouter un flash info, ça me suffit en complément. Donc, c'est aussi à l'ingénieur du son de savoir à l'avenir trier, et ça sera une compétence à avoir dans l'avenir, trier parmi toutes ces offres possibles de direction les plus optimisables, les plus optimisées soient-elles, les plus scientifiques, technologiques. Il faut trier pour, encore une fois, avoir le goût et la capacité à juger des outils les plus adaptés du futur pour son quotidien. Et la démarche qualité que tu défends est essentielle, et rendre les choses simples, efficaces, fiables, c'est les pistes du futur aussi. Oui, je dirais qu'il y a ce côté un petit peu, pour parvenir à cette mission, c'est le côté aussi veille technologique, c'est-à-dire que tout professionnel du son doit se tenir au courant des différentes évolutions à la technique, et quelles sont les nouveautés et comment elles me permettent, en fait, pour améliorer ma prestation, mon job, etc., faire mieux, peut-être avec moins de moyens, et optimiser la chose, je pense. Voilà, je m'aperçois que l'heure tourne et qu'on a atteint la limite horaire, donc si vous avez des questions auxquelles vous n'aurez pas répondu, je vous invite à vous adresser à différents intervenants. Dans les allées, j'en profite pendant que vous êtes là pour vous signaler que la prochaine conférence avec une thématique audio, elle sera intitulée « Le son sur les plateaux de télévision », et donc c'est dans l'espace Théma 2 et c'est à partir de 15h. Merci tout le monde, je pense qu'on peut encore les applaudir, les intervenants.